Je vous remercie, chers camarades, de me faire l'amitié et l'honneur de cette interview destinée à nos camarades coréens. Je vais parler de l'Europe et de sa crise, mais je ne vais pas parler plus spécifiquement ou seulement de la crise économique et financière de la zone euro et notamment de la Grèce. Je vais parler d'une manière plus large de la crise politique de la construction européenne. Parce que cette construction, qui à mon avis n'est pas viable, est destinée à disparaître dans un avenir qui n'est pas tellement lointain maintenant. Pour ce faire, je vais présenter la question en 6 points. Premièrement, l'Europe peut-elle être comparée aux États-Unis? Beaucoup d'Européens le pensent et disent effectivement que si on additionne les populations et les PIB de chacun des pays européens, de l'Union européenne, on a un ensemble qui est de la taille démographique et économique et financière de celle des États-Unis. Mais ça, c'est une addition qui n'a pas beaucoup de sens, parce que l'Europe est très différente des États-Unis, et j'ajoute aux États-Unis toujours le Canada, qui est sa province extérieure, sur 3 points. Premièrement, le bloc nord-américain dispose de ressources naturelles gigantesques que l'Europe, à l'ouest de la Russie, n'a pas. La dépendance pétrolière de l'Europe en est la preuve. Deuxièmement, les États-Unis constituent malgré tout une nation, en dépit de la forme fédérale de leur gouvernement. L'Europe est constituée d'États-nations qui ont des racines historiques très profondes et qui sont très singulières et différentes, ne serait-ce que sur le plan de leur langue, et c'est très important. Mais c'est une chose plus importante encore que tout cela qui interdit de faire la comparaison entre l'Europe et les États-Unis, c'est que le développement capitaliste aux États-Unis, au moins après la guerre de sécession, à partir de la fin du XIXe siècle, a relativement homogénéisé le grand territoire États-Unis-Canada. Il n'en est rien en Europe. En Europe, l'hétérogénéité dans le développement économique capitaliste est dominante. Si l'on veut, sans trop simplifier, je dirais que le niveau de développement du capitalisme contemporain, celui que j'appelle des monopoles généralisés, ne se retrouve que dans une petite partie de l'Union européenne, dans, disons, son quart nord-ouest, c'est-à-dire en Allemagne, en Scandinavie, dans les Pays-Bas, en France et en Grande-Bretagne. Point. Ensuite, il y a, par opposition, il y a une immense zone de l'Europe qui n'est pas à ce stade de développement du capitalisme des monopoles généralisés. C'est toute l'Europe de l'Est, ex-socialiste, mais c'est aussi un pays qui n'appartient pas au monde ex-socialiste, à savoir la Grèce. Alors que dans l'Europe développée, si on utilise ce terme très, très général, nous avons des monopoles généralisés nationaux, allemands, français, britanniques. Nous n'avons pas de monopole généralisé polonais ou grec ou bulgare ou hongrois. Et c'est une énorme différence. Il y a 2 pays ou 3 pays qui sont dans une situation un peu intermédiaire, c'est l'Italie et l'Espagne, mais je ne veux pas rentrer dans trop de détails à ce sujet. Cette situation interdit de comparer l'Europe aux États-Unis. Il s'agit de 2 ensembles qualitativement très différents, fondamentalement différents, même s'ils sont évidemment l'un et l'autre dans des partenaires du monde capitaliste. Alors, est-ce que l'on pourrait comparer, plutôt que de comparer l'Europe aux États-Unis, de la comparer au continent américain, c'est-à-dire à l'ensemble Amérique du Nord et Amérique du Sud? Parce que là, on voit une comparaison. Si, sur l'ensemble du continent américain, les 2 Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud, nous avons une inégalité fondamentale, un centre dominant qui est les États-Unis et une périphérie dominée qui est l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes. Un centre dominant, une périphérie dominée. Et un rapport
impérialiste d'exploitation qui a des racines historiques profondes. Ça remonte au début même du XIXe siècle avec la doctrine Monroe proclamée en 1823, mais qui est devenue, à la fin du XIXe siècle et surtout tout au cours du XXe siècle, une réalité fondamentale qui caractérise les relations inégales États-Unis-Amérique latine. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ce rapport de domination est remis en question partiellement par les mouvements révolutionnaires qui secouent un certain nombre de pays d'Amérique du Sud et qui ont amorcé la possibilité d'un changement au cours des 20 dernières années. Alors, en Europe, nous avons une relation d'inégalité de même nature. Nous avons une région dominante, pas un pays, une région dominante, dans laquelle je dirais les trois grands, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, et une région dominée qui est l'Europe de l'Est et du Sud-Est, ex-socialiste et Grèce en particulier. Alors nous avons une relation d'inégalité, nous avons l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud, bien que membres à part entière de l'Union européenne au même titre sur le plan juridique que les pays dominants, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, ils sont dans une situation de dépendance économique. Ils sont un peu l'Amérique latine de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne. Nous avons au sein de la construction européenne une grande différence, une différence analogue entre centre dominant et périphérie dominée. Mais il faut se méfier des comparaisons. Les comparaisons ont leurs limites. Et les limites, elles sont là encore que l'énorme continent latino-américain est très riche en ressources naturelles et incomparablement plus riche en ressources naturelles que si l'on additionne les ressources naturelles disponibles dans l'ensemble de l'Europe de l'Est et du Sud dominée par l'Europe de l'Ouest et du Nord. Mais aussi, et surtout, mais c'est aussi important, alors que le rapport de domination entre les États-Unis et l'Amérique latine est un rapport qui est géré dans un cadre strictement économique. On peut en prendre des exemples. L'ALENA ne concerne que Canada, États-Unis et Mexique, mais qui est un des grands pays de l'Amérique latine, ou même le projet de marché unique de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, de tous les continents, des deux continents américains, est un projet économique. Il ne remet pas en question juridiquement la souveraineté nationale des États américains. En Europe, par contre, le projet européen n'est pas seulement un projet, une réalité d'ailleurs, d'intégration économique dans un marché commun, avec, pour pas tout le monde, mais avec une bonne partie, une monnaie commune qui est l'euro, et avec des règles de gestion économique analogues, mais c'est aussi un projet politique, parce qu'il y a des institutions qui traduisent cette intégration dans un ensemble politique. L'Union européenne n'est pas seulement un marché commun européen et un marché financier et pour une bonne mesure une union monétaire, elle est plus que cela, elle a aussi une dimension politique. Et c'est là alors que se posent les gros problèmes, parce qu'il y a des illusions considérables sur la nature réelle de cette union politique et sur ce qu'elle pourrait devenir si elle était réformable, ce dont je doute, la question de l'identité européenne. Alors, la question de l'identité européenne, le discours européaniste de droite, mais le discours européaniste de gauche, des socialistes et des sociodémocrates est identique, prétend qu'il y a une identité européenne. En réalité, lorsque l'on regarde la réalité des comportements sociaux, il n'y a pas d'identité européenne. Il n'y a pas de légitimité politique supranationale en Europe. Autrement dit, par exemple, ni les Français ni les Allemands n'accepteraient le résultat d'un vote commun européen qui ait une légitimité supérieure
à ce que donneraient leurs votes nationaux. Les parlements nationaux restent théoriquement les seules sources de légitimité. Le Parlement, comme on le sait, européen, est un Parlement farce qui n'a aucun pouvoir et aucune réalité. Il y a donc des identités, et ces identités, elles sont très, très profondes. Bon, on peut dire qu'un Espagnol se sent certainement plus proche d'un Argentin en Amérique latine, non pas seulement parce qu'il parle la même langue, l'espagnol, mais pour de quantité de raisons historiques et culturelles, que cet Espagnol ne se trouve proche d'un, mettons, un Lituanien, pour prendre un exemple extrême en Europe. On pourrait multiplier les exemples qui montrent qu'il n'y a pas d'identité européenne. Bon, mais on pourra nous dire, on peut construire une régionalisation sans identité commune. Ce n'est pas une nécessité. On peut par exemple penser à une unité à construire, un rapprochement politique à construire à l'échelle par exemple du monde arabe ou à l'échelle du continent africain, sans pour cela nier la diversité des identités des nations qui composent le monde arabe ou qui composent l'ensemble africain. De la même manière, on peut défendre un projet latino-américain, il existe, sans pour autant nier les identités nationales des différents partenaires. Alors pourquoi pas un projet européen également, en dépit de l'absence d'une identité européenne. Ce ne serait pas impossible du tout, mais pour que ce soit possible, il faudrait le reconnaître. C'est-à-dire il faudrait accepter que l'Union européenne ne constitue pas une nation, un peuple, mais constitue un ensemble régional respectueux de la diversité et de la légitimité de ses composantes nationales. Ce n'est pas le cas. Et c'est cela, c'est cette confusion au plan des concepts fondamentaux qui est à l'origine d'une construction qui, à mon avis, pour cette raison, n'est pas viable. Parce que cette construction européenne est la construction politique, pas seulement le marché commun. Mais la construction politique n'est pas viable parce qu'elle nie la réalité qui est la légitimité des souverainetés nationales. Alors, dans ces conditions, et je passe à un point suivant, l'Union européenne n'est pas viable. Et je crois qu'on le voit à travers la crise de l'euro. Encore une fois, tout le monde sait que l'euro ne couvre pas l'ensemble de l'Europe, mais une bonne partie, puisque l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, entre autres, mais aussi d'autres pays, de plus en plus en Europe de l'Est, font partie de ce que l'on appelle l'Euroland. Or, cet euro qui associe, cette monnaie commune qui associe des pays capitalistes, du capitalisme des monopoles généralisés dominants qui font partie du centre impérialiste à l'échelle mondiale, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, et des pays qui ne sont pas parvenus à ce stade et qui par conséquent sont dans une situation de pays périphériques, appelez-les comme vous voulez, périphériques, semi-périphériques, ce n'est pas important, c'est-à-dire qui sont dans la dépendance à l'égard du capitalisme impérialiste des centres dominants de l'Europe, cette construction de l'euro n'a jamais été viable. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais cru à sa viabilité, et aujourd'hui on le voit avec la crise grecque, mais on le voit aussi en pointillé se dessiner avec les crises espagnoles, portugaises, mais peut-être même françaises à venir. Alors, les pouvoirs en place, que ce soit les pouvoirs de droite, de la droite classique, comme en Allemagne avec Angela Merkel, ou en Angleterre avec Cameron, ou de la gauche électorale, comme avec le socialiste français Hollande, les uns et les autres s'emploient à, disent-ils, sauver l'euro et sauver l'Europe. À mon avis, ils n'y parviendront pas du tout. Même si les élections grecques ont donné une petite illusion que la Grèce va pouvoir rester dans la zone euro, le plan d'austérité qui s'impose à la Grèce et qui va s'aggraver
au cours des mois, des semaines même et des mois à venir, va rendre la situation de plus en plus intolérable. Parce que la logique du système de l'euro, comme la logique du système européen dans son ensemble, est de ramener, disons, le niveau de vie en Grèce à celui des autres pays balkaniques comme l'Albanie et la Bulgarie. Je ne sais pas si le peuple grec acceptera ou n'acceptera pas cela. Je pense qu'il ne l'acceptera pas et que par conséquent la zone euro volera en éclats. Pour la même raison et à travers les mêmes mécanismes de l'endettement, de la dévaluation, de la dévalorisation des bons du trésor nationaux, l'Italie et l'Espagne sont aujourd'hui menacées d'une crise qui va se développer dans le même sens. L'option préconisée par Mme Merkel, et jusqu'à présent c'est la seule option acceptée par la grande majorité des pays européens, même si Hollande prétend vouloir la remettre en question, c'est-à-dire le traité de sécurité, de stabilité, qui interdit un déficit des finances publiques de plus de 3%, condamne l'Europe à la stagnation permanente et par conséquent à perdre, d'une part, à perdre son pouvoir de comparatif avec les États-Unis, d'une part, et d'autre part, aggrave les problèmes sociaux au plan de rendre leur gestion de plus en plus difficile. Alors, à force de vouloir défendre cette Europe telle qu'elle est, et il n'y a pas d'autre Europe, cette Europe, non pas seulement celle de l'euro, mais l'Europe de l'Union européenne dans son ensemble telle qu'elle est, à force de la défendre, leurs défenseurs sont en réalité les fossoyeurs de l'idée européenne et d'un projet de régionalisation économique et politique européen qui serait respectueux des souverainetés nationales. Ils en sont les fossoyeurs. Et je prétends que dans quelque temps, je ne dirai pas dans combien de temps, mais dans un horizon qui n'est pas tellement éloigné, de quelques années peut-être, mais guère plus, nous allons nous retrouver à la case départ. Et la case départ, c'est 1930. C'est-à-dire nous allons avoir une Allemagne avec une zone marque, peut-être qu'elle continuera à s'appeler zone euro, mais peu importe, de facto une zone marque qui sera acceptée par les pays scandinaves et par les Pays-Bas, qui sera imposée aux pays de l'Europe de l'Est et à la Grèce si elle reste dans la zone euro. Et puis nous aurons une France isolée. Alors cette France isolée a le choix entre étant s'inscrivant dans le sillage de l'Allemagne, c'est-à-dire Vichy, pour rappeler l'histoire française, ou une France refusant de s'inscrire dans le sillage de l'Allemagne, c'est-à-dire une France gaulliste, pour faire également la comparaison avec le passé. Nous avons une Grande-Bretagne qui, parce que son ancrage atlantiste est beaucoup plus important que son ancrage européen, sera de moins en moins impliquée dans la gestion de l'Union européenne. Elle est déjà moins impliquée, elle s'implique moins que les autres pays européens. Et nous aurons une Russie également, nous aurons donc la Russie d'un côté, la Grande-Bretagne de l'autre, peut-être la France avec la Grande-Bretagne, regardant l'Allemagne et ne sachant trop quelle position prendre, amitié ou hostilité. Ça vous rappelle quelque chose de grave. Ça rappelle les années qui ont précédé et préparé la Deuxième Guerre mondiale, qui a été aussi une grande guerre européenne et qui a été aussi une guerre occasionnée par le projet allemand, à l'époque hitlérien, de contrôle de l'ensemble européen, d'une Europe allemande. Bon, alors, qui est responsable de cette dégradation? Ils le sont tous, mais les plus forts sont plus responsables que les plus faibles. Autrement dit, la responsabilité de l'Allemagne est plus grande que la responsabilité de la Grèce dans la déconstruction de l'Europe. Alors,
c'est une perspective qui est véritablement très, très triste, mais à mon avis, elle est la plus probable. Elle est la plus probable pour la raison que j'ai donnée, c'est-à-dire que l'Europe a été le lieu d'une construction, d'une illusion gigantesque. L'Europe, la construction européenne, abolit les nations. On n'abolit pas les nations. Abolit les nations au bénéfice d'une supranationalité européenne, c'est-à-dire d'une identité qui n'existe pas et qui n'a aucune légitimité aux yeux même des peuples européens eux-mêmes. Donc, en niant la réalité, on a créé une illusion. Bon, cette illusion, ces boniments, ont fonctionné jusqu'à présent pour deux raisons. En Europe de l'Ouest, disons, l'Europe qui n'a pas été socialiste, parce que après les guerres mondiales, qui ont été avant tout des guerres franco-allemandes, ou entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, pour ne citer que les pays européens, la Russie aussi, bien entendu, mais pour ne citer que les pays actuellement membres de l'Union européenne, on comprend donc la naïveté de l'opinion publique qui, voulant ne pas voir se répéter ces carnages intra-européens, pense que la nation doit être dépassée et qu'une supranationalité européenne est le seul moyen de dépasser la légitimité des nations historiques. Bon, ça c'est pour l'Europe de l'Ouest. Pour l'Europe de l'Est qui avait été socialiste dans le cadre d'un monde socialiste réellement existant, pour ce qui concerne l'Europe, dominée par l'Union soviétique. Et lorsque l'Union soviétique s'est décomposée, s'est effondrée, l'Europe de l'Est également est passée, a été annexée, on peut dire, à l'Europe occidentale, mais annexée de son propre choix. Elle a choisi de se laisser annexer. Et avec une illusion gigantesque, c'est-à-dire que les peuples d'Europe de l'Est ont dit, bon, l'intégration dans la construction européenne va nous permettre de rattraper, c'est-à-dire de devenir aussi riches, de vivre dans des sociétés aussi opulentes que celles de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe du Nord et de l'Ouest. C'est une illusion. Cette illusion, elle commence à être érodée. Et il y a maintenant déjà une vingtaine d'années que ces pays sont annexés à l'Europe de l'Ouest, et l'écart n'est pas allé en se rétrécissant, mais en s'aggravant. Et comme on le voit avec la crise de l'euro et avec les politiques d'austérité imposées à la Grèce, les conditions de vie dans l'Europe de l'Est et du Sud vont aller en s'aggravant, c'est-à-dire que l'écart va aller en s'approfondissant. Bon, quelles seront les réponses des peuples? Est-ce qu'ils vont apprendre, tirer la leçon de cet échec de leur annexion à l'Europe? Je n'en sais rien. Il n'est pas impossible qu'ils réagissent bien, c'est-à-dire en comprenant que c'est la logique du capitalisme qui est à l'origine de cet échec, mais il se pourrait très bien qu'ils réagissent mal, c'est-à-dire par des glissements de type fascisant, nationaliste, rhétorique, verbal, mais tout en acceptant leur soumission à l'Europe des nations fortes. Et on a déjà on peut dire, on a déjà des Pilsudski, des Horthy, des Antonescu, etc. à travers toute l'Europe de l'Est. On voit déjà mis en place cette option qui est une catastrophe pour les peuples concernés. Alors, et j'en viens à la conclusion, est-ce qu'il y a une alternative autre, moins désolante, je dirais, moins tragique que cette décomposition de l'Europe en direction de la reconstitution d'une Europe analogue, les choses ne sont jamais identiques évidemment, analogue à ce qu'était l'Europe de l'entre-deux guerres mondiales, l'Europe des années 30. Oui, parce que tout de même il y a la dégradation de la situation des classes travailleuses au sens large du terme, et même des classes moyennes, et pas seulement
dans les pays les victimes principales du système européen et du système de la mondialisation libérale, c'est-à-dire les peuples et les pays de l'Europe orientale et de l'Europe méridionale, mais également, même si c'est à un degré moins tragique, pour les travailleurs et les classes moyennes des pays de l'Europe opulente, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Scandinavie, les Pays-Bas. Alors, il y a déjà des mouvements de protestation et ces mouvements vont s'amplifier. Mais est-ce qu'ils vont se cristalliser en une alternative positive, c'est-à-dire de déconstruction de l'Union européenne telle qu'elle est, et éventuellement, et plus tard, de reconstruction d'une régionalisation respectueuse des souverainetés nationales européennes. Nous en sommes très loin, parce que si l'on regarde, pour conclure, la situation en France, et après la victoire électorale dont je me félicite, de François Hollande sur Sarkozy, et la victoire électorale dont je me félicite, des socialistes sur l'UNP, il y a un discours de François Hollande et du Parti socialiste sur la relance économique de l'Europe. Mais nous avons face à cela une Allemagne, et ce n'est pas seulement Mme Merkel, parce que la position des sociodémocrates allemands n'est pas très différente de celle de Mme Merkel, qui refuse la relance autrement que par la soi-disant compétitivité. C'est-à-dire une relance qui est impossible. Une relance par la compétitivité, c'est une relance qui aggrave les inégalités et non pas les réduit. Et par conséquent, est politiquement et socialement inacceptable et insupportable. Une autre relance serait la seule relance possible, qui est une relance par, au contraire, la reconstruction de programmes sociaux visant à réduire et non à accentuer les inégalités sociales au bénéfice des travailleurs, au bénéfice des classes moyennes et au détriment du grand capital des monopoles généralisés. Cette alternative de relance n'est pas possible au niveau de l'Union européenne. Elle n'est possible que éventuellement au niveau de quelques pays qui la choisiraient. Je souhaiterais que la France, qui a amorcé, mais à peine amorcé, des déclarations allant dans ce sens, progresse, mais je ne suis pas persuadé que c'est ce qui va arriver, loin de là. Une relance par les programmes sociaux n'est possible qu'en parallèle avec une déconstruction de l'Union européenne telle qu'elle est. Merci. Exactement.